Cette enquête, ils y ont pensé jour et nuit. Elle leur colle à la peau, comme le souvenir d'un mauvais rêve. 12 enquêteurs racontent heure par heure, minute par minute, le déroulement d'une affaire qui les a changés à jamais. À travers leurs témoignages, ce podcast offre une vision unique du crime. 28 septembre 2009, 9h12, Milly-la-Forêt. À la gendarmerie, le téléphone sonne. Une femme appelle au secours depuis le coffre d'une voiture et donne la plaque d'immatriculation de son kidnappeur. Véronique Sadis, adjudante-chef à la section de recherche de Paris, sait que le temps est compté pour retrouver Marie-Christine en vie. Récit de cette course contre la montre. Vous écoutez Une enquête dans la peau, la joggeuse de Milly-la-Forêt. Première partie. Je m'appelle Véronique Sadis, j'ai 48 ans, je suis adjudant-chef. J'ai 27 ans de gendarmerie, dont 10 passés à la section recherche de Paris. L'affaire qui m'a le plus marqué, c'est l'affaire Marie-Christine Audot, l'affaire de la joggeuse de Milly-la-Forêt. Pour tenter de la sauver, on n'avait pas le droit à l'erreur. C'est l'histoire d'une femme qui a été kidnappée dans les bois. C'est une affaire digne d'un film d'horreur. Quand on évoque cette histoire, c'est vraiment ce côté course contre la montre qui a été quelque chose de marquant. Et jusqu'au bout, personne n'a jamais rien lâché et a toujours été là. Oui, c'est une enquête qui m'a beaucoup marqué. Oui, c'est l'enquête de ma vie. J'ai toujours voulu être gendarme depuis toute petite. Je pense que c'est parce que mon père était gendarme. Et quand mes parents me demandaient ce que je voulais faire plus tard, je leur répondais que je serais gendarme. À ma première affectation, j'étais la seule femme et la première femme. Avec les collègues, ça s'est extrêmement bien passé, j'ai tout de suite été acceptée. Par contre, c'était parfois avec la population où ils se posaient un peu des questions. Et puis avec le temps, bon, ils se sont habitués et il n'y a eu aucun souci. Je suis arrivée à la section recherche de Paris le 1er septembre 2004. C'est l'unité d'élite pour les personnes qui aiment le judiciaire. Parce que on sait que ce sont des dossiers qui vont être importants, qui vont être complexes, et c'est ça qu'on recherche en fait. Il suffit qu'il y ait un appel et là c'est l'effervescence, donc c'est ça qui est bien. « 9h12, l'appel. Le 28 septembre 2009, à 9h12, une femme appelle le centre opérationnel de la gendarmerie pour dire qu'elle a été enlevée. Gendarmerie, bonjour. Au secours! Oui, madame, bonjour. On est en train de m'enlever! Vous êtes où, madame? Je suis dans une voiture, à côté de Milly-la-Forêt. Lors de son appel, elle dit « Je m'appelle Marie-Christine Audot. J'ai été mise de force par un homme armé d'un couteau dans le coffre de sa voiture. C'est une Peugeot 106. C'est telle immatriculation. Et j'étais à Oncy-sur-École, à côté de Milly-la-Forêt, dans l'Essonne. » Sur les dernières secondes, elle nous dit la voiture s'arrête, vite aidez-moi, et on entend le coffre qui s'ouvre. On entend un coup, et après, plus rien. Lorsque Marie-Christine Audot appelle, elle a des trémolos dans la voix, on sent qu'il y a une panique.
On a sa peur en direct, donc c'est extrêmement difficile d'entendre ça. C'est pas quelque chose auquel on est forcément préparé. Enfin, c'est surtout pour le gendarme qui a pris l'appel en direct. C'était son premier jour de service. C'est un appel qui l'a vraiment marqué. Le 28 septembre, en fait, j'étais en repos. Et j'avais pris ma journée. Et puis là, le chef de groupe m'appelle en disant on a besoin de monde. Il m'explique qu'une femme a été enlevée. Et dans le même temps, il me fait tu prendras la direction de l'enquête. Et là, sur le coup, on fait waouh. Dès le matin, c'est une grosse pression. Vraiment, c'est ce qui fait la particularité de ce dossier, c'est que ça a toujours été une course contre la montre. Je pars de l'ASR avec mon binôme. Et là, on prend la voiture et part au Géraud de Thon jusqu'à Milly-la-Forêt. Je pense que ça doit être une des fois où on a dû rouler certainement le plus vite. « 9h30. La police arrive sur les lieux. Quand on arrive à la brigade de Milly-la-Forêt. Il y a donc un PC d'enquête qui s'est monté, où il y a déjà une bonne dizaine de personnes. Tout le monde a le visage fermé, tout le monde est concentré, tout le monde est à fond et veut qu'une chose, c'est la retrouver. Il est 9h30, soit un quart d'heure après l'appel. La première chose qu'on fait, c'est d'envoyer une équipe dans les bois. On réquisitionne un escadron de gendarmerie, la garde républicaine à cheval, on a des maîtres chiens, on a l'hélicoptère. Ça fait 200 personnes à gérer. Honnêtement, avoir autant de monde qui fait des recherches, je ne l'avais jamais vécu avant. C'était la première fois. Au même moment, toujours à 9h30, on envoie une équipe chez Léodo pour obtenir des premiers éléments, ne serait-ce que sa tenue vestimentaire, ce qu'elle a sur elle, ses habitudes. Marie-Christine Odo, c'est une femme de 42 ans qui est célibataire, qui vit avec sa mère. Elle est assistante maternelle. Et c'est une personne particulièrement dynamique, sportive. Et franchement, c'est une femme pleine de vie. Marie-Christine, c'est une très belle femme. En fait, une grande blonde aux yeux bleus. Henri III, ami de Marie-Christine Odo. Elle fait de l'associatif, elle est bénévole, elle s'occupe d'enfants. Elle aime beaucoup les enfants l'aiment beaucoup. Elle est toujours très souriante, toujours très avenante. Sa vie, c'est s'occuper de sa maman. Sa maman qui est malade. Elle est touchante, elle est agréable. C'est une fille très agréable. Une belle personne, oui, dans tous les sens du terme. Une fois chez eux, on apprend que ce matin-là, elle a donc déposé les enfants dont elle avait la garde à l'école. Elle a discuté avec des parents d'élèves qui se trouvaient là. Et ensuite, elle rentre chez elle. Là, elle se change et elle part faire son footing. Elle a l'habitude de courir régulièrement de Milly-la-Forêt en passant par Roncy-sur-École, de faire tout un petit circuit. Elle court beaucoup, tous les jours, que c'est peut-être comme ça que elle a été un petit peu repérée, quoi. Parce que j'ai cru comprendre qu'elle faisait tous les jours ou presque le même trajet. Dès qu'on reçoit l'appel et qu'on a la plaque d'immatriculation et le type de la voiture, l'immatriculation qui nous est donnée est tout de suite passée dans les bases pour connaître l'identité du propriétaire. Marie-Christine se trompe, la plaque d'immatriculation ne correspond pas à la voiture.
Donc là, il y a des recherches qui se font avec une partie des chiffres, une partie des lettres. Et on finit par retrouver une Peugeot 106 où les chiffres sont les mêmes et juste au niveau des lettres, il y a eu une inversion. Dans l'appel, elle donne les lettres KLM et en fait, c'est LKM. Et là, ça nous donne l'adresse d'un homme qui habite à Paris. Une équipe se rend chez le propriétaire de la 106. Il est 10h15, soit 60 minutes après l'appel. 10h15. La police se lance à la recherche du propriétaire du véhicule. L'immeuble est situé dans un quartier chic de Paris, c'est dans le 16e arrondissement. Alors, le propriétaire est une personne d'un certain âge, c'est un avocat parisien de renom. C'est le propriétaire de la plaque, forcément le premier suspect. L'expérience nous dit que n'importe qui, quel que soit le milieu, l'âge, le sexe, peut du jour au lendemain basculer pour X raisons. Quand les collègues arrivent, il est un peu sur la défensive parce que les collègues ne peuvent pas lui expliquer ce qui se passe exactement puisqu'on ne connaît pas son degré d'implication. Il demande déjà s'il est bien le propriétaire de ce véhicule, donc il confirme. Si le véhicule est ici, il dit non. Et à partir de là, il commence à demander pourquoi. Là, finalement, les collègues expliquent que le véhicule est impliqué dans un fait grave. Donc il nous dit que son véhicule est dans sa résidence secondaire dans le Loiret. Il ignore si à ce moment-là, si son véhicule est volé ou pas. La seule chose qu'il peut nous dire, c'est qu'il y a un couple de gardiens qui vit à demeure dans une partie de sa résidence. Et en cas de besoin, ils peuvent utiliser le véhicule. Et là, il nous donne le nom de cette famille, et c'est la famille Dacruz. Une équipe se rend chez Manuel Dacruz, il est 10h45, soit 90 minutes après l'appel. La résidence secondaire, c'est une grande propriété dans un petit village, 30-35 km de Milly-la-Forêt. C'est un petit château, une belle maison de maître sur plusieurs hectares. Donc le couple Dacruz habite sur une maison qui est le long de la route, qui est une sorte de longère, qui est mise à leur disposition. Quand les équipes arrivent sur les lieux, la première chose, c'est ils sonnent, ils essayent de voir si c'est ouvert, tout est clos. Ils escaladent le portail et rentrent dans la propriété. Et là, ils découvrent le véhicule. Le moteur est encore chaud. Quand ils trouvent le véhicule, première chose, c'est de vérifier s'il est ouvert. Tout est fermé. Donc là, ils décident de casser la vitre arrière, ouvrent le coffre et malheureusement, le coffre est vide. Une fois qu'on se rend compte qu'il est vide, les collègues investissent la propriété, cherchent déjà dans le parc, essayent de rentrer dans la maison des gardiens. Puis là, ils font une recherche à l'intérieur de la maison pour voir si elle est là. Le temps paraît interminable pendant ce temps-là, parce que nous, on est au PC. Quand on a l'information qui dit que le véhicule est là, on s'attend à ce moment-là à ce qu'on nous annonce une bonne nouvelle. Et quand on nous rappelle pour nous dire c'est vide, là on prend un coup sur le moral, quoi. On se dit c'est pas possible, quoi. La voiture est là, où est-ce qu'ils ont pu aller et comment on accuse le coup et puis après on se remotive, on fait faut qu'on continue et faut qu'on trouve autre chose. La course contre la montre, elle ne s'arrête jamais, puisque tant qu'on ne l'a pas retrouvé, on peut pas s'arrêter. On commence l'enquête de voisinage, il est à peu près 11h. 1h45 après l'appel.
Les équipes font du porte-à-porte. À chaque fois, on demande aux voisins, est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous savez où ils sont? On a besoin de leur parler. Et assez rapidement, on a un voisin qui nous dit oui, Madame Dacruz, elle travaille dans une boulangerie, j'ai son numéro de téléphone, le voici, vous pouvez l'appeler. À ce moment-là, elle est en train de travailler, elle est à la boulangerie. Quand elle reçoit l'appel où on lui demande de venir à son domicile, elle demande qu'est-ce qui se passe. On lui répond juste, on a besoin de vous voir, vous et votre mari, il faut que vous veniez. Alors forcément, il y a de l'inquiétude dans la voix parce que c'est pas ce qui se passe. Je pense que n'importe quel citoyen, quand la gendarmerie appelle, que ce soit la gendarmerie ou la police, quand on appelle pour dire on a besoin de vous voir, il y a toujours de l'inquiétude. C'est quelque chose de compréhensible. La femme de Manuel Dacruz revient au domicile. Là, elle voit qu'il y a quand même un gros dispositif gendarmerie qui est là. Elle est forcément en panique parce que à ce moment-là, elle ne sait pas exactement pourquoi on est là. Elle se dit ils sont pas là aussi nombreux pour une broutille, donc elle est quand même en stress. Les enquêteurs commencent à lui poser des questions, savoir si elle sait où est son mari, ce qu'il fait, comment il était le matin, la veille, petites questions de base. Et là, elle nous apprend qu'elle lui a téléphoné, pensant qu'il était au domicile. Et elle nous informe qu'elle l'a eu au téléphone et qu'il revenait. Elle pense assez rapidement que son mari est impliqué dans quelque chose puisqu'elle connaît son passé. Et là, elle dit assez vite que ce qu'il avait fait la première fois, elle lui avait pardonné par rapport aux enfants, mais que là, s'il a refait quelque chose de grave, elle lui pardonnera pas et elle coopérera. Il a déjà été condamné à 11 ans pour séquestration et viol. Manuel Dacruz, c'est un homme de 47 ans, méditerranéen. Laurent Caruso, avocat de Manuel Dacruz. Il est actuellement marié, il a 2 enfants. Il travaille, alors il vient d'être licencié. Il vient de perdre le travail dans lequel il travaillait pour une société et il a très mal vécu. Et il est gardien d'une propriété à Échilleuse et il rend des services, c'est un peu l'homme à tout faire, l'homme qui rend des services, l'homme qui s'occupe et entretient cette propriété. Quelqu'un d'assez commun finalement. Chef de maison un petit peu patriarcal, un petit peu autoritaire. Et d'ailleurs, ça se passe pas forcément toujours bien. J'ai toujours eu cette interrogation pour essayer de comprendre comment est-ce qu'un homme inséré, qui n'a pas de difficulté, qui n'a pas de passé délinquant, on arrive à 39-40 ans, puisque c'est l'âge qu'il avait au moment des premiers faits, on arrive à passer de l'autre côté de la ligne et à devenir un criminel. Au moment des faits, Manuel Dacruz est connu de la justice parce qu'il a déjà été condamné. Octobre 2000, Manuel Dacruz bascule dans la violence pour la première fois. Un jour, donc, une jeune fille vient chez lui pour proposer ses services. Elle vient pour faire un peu de ménage, quelques petites tâches au domicile. Et donc Manuel Dacruz, à l'époque, a quand même quelques problèmes au niveau de l'alcool. Lui, il est un peu sous l'effet de l'alcool. Il l'attrape. Et puis il l'emmène dans les bois. Il la viole. Elle expliquera qu'elle a cru à un moment que Manuel Dacruz pensait à la tuer ou aurait voulu la tuer. Elle dira que c'est le fait de lui avoir parlé, d'avoir su trouver les mots pour essayer de le calmer, qui lui ont permis de se sauver et qui lui ont permis d'éviter le pire. Manuel Dacruz est condamné pour une peine de 11 ans
a été prononcée par la Cour d'assises d'Orléans. Cette peine n'est pas effectuée en totalité, puisqu'il y a le système des remises de peine. Et donc Manuel Dacruz fait, de ce que je me souviens, environ 6 ans et demi de peine de prison, avant de pouvoir sortir sur la peine de 11 ans qui a été prononcée. À ce moment-là, on apprend que Manuel Dacruz a déjà été condamné pour viol. Il commence à avoir un vrai profil pour nous d'auteur. Si on pouvait éventuellement avoir un doute sur lui, honnêtement, le doute rétrécit à vue d'œil. On redoute le viol. Après, ce qui nous rassure à ce moment-là, c'est que la petite jeune, il l'a relâchée. Et ce qui nous donne de l'espoir de retrouver Marie-Christine Odo vivante. On le passe au fichier des véhicules, et là, on découvre qu'il est propriétaire d'une BMW. Et cette BMW n'est pas dans la propriété. Dès qu'on a l'information que c'est une BM qu'il faut rechercher, on rebascule les messages avec cette BM à rechercher. On est un peu dans l'angoisse parce qu'on se dit, est-ce qu'il va vraiment rentrer ? Sa femme lui ayant dit qu'on était présent dans la propriété, on se dit, mais est-ce qu'il n'a pas prévu plutôt de s'échapper ? Est-ce qu'il va vraiment revenir ? Donc on a un dispositif qui est là en attente, mais on déploie également le dispositif notamment aérien pour rechercher le véhicule. Quand c'est dans une course contre la montre, c'est vrai que chaque seconde paraît être des minutes, les minutes des heures. Tout ce qu'on veut, c'est qu'ils se dépêchent de venir. 11h35. L'arrivée de Manuel Dacruz. Manuel Dacruz arrive environ 15 minutes plus tard. Quand il arrive, on fouille immédiatement la voiture. Là encore, malheureusement, on ne trouve pas Marie-Christine Odo, donc la course contre la montre continue. Manuel Dacruz est interpellé à 11h30, 2h15 après l'appel de Marie-Christine Odo. Les collègues lui notifient ses droits pour la garde à vue en lui expliquant les faits qui lui sont reprochés. Aux premières questions qui lui sont posées, il nie, il fait non, j'ai rien fait, je rentre de Pithiviers avec ma voiture, j'ai rien fait d'autre ce matin. Le fait d'avoir changé de véhicule et qu'on le voit revenir avec, on se dit que dans sa tête, il se dit j'arrive, je circule pas avec le véhicule qui a été signalé, donc on va pas pouvoir m'accuser. Au moment de son interpellation, on a un sentiment mitigé. On est à la fois heureux, parce qu'on se dit ça y est, il est mis hors d'état de nuire, et on va pouvoir progresser, il va nous dire où elle se trouve. Et en même temps, on se dit, mais on n'a toujours pas retrouvé Marie-Christine. Il est placé en garde à vue à midi. Vous venez d'écouter Une enquête dans la peau. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Une enquête dans la peau est un podcast coproduit par Initial Studio, Caméra Subjective et les films du 8e jour. Adapté de la série documentaire audiovisuelle L'enquête de ma vie, produite par Caméra Subjective et les films du 8e jour, avec la participation de Planète Plus Crime Investigation, sur une idée originale de Sarah Lebas. Cet épisode a été écrit par Édouard Mounier et réalisé par Édouard Mounier et Benjamin Malherbe. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Marie Agassan, assistée de Marine Boudalier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Vincent Cohen.